Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Christiane Collignon, bonjour. Avec Gilles Dumont, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez pour ces départementales sur le canton de Dax 2 et vous représentez France Insoumise. Alors, pourquoi être parti sur ces départementales? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui nous motive déjà, c'est de redistribuer les aides d'une façon plus égale envers le citoyen, tout simplement, quoi. On s'aperçoit que dans le bilan qui vient de se passer, on a une certaine autosatisfaction de la part des socialistes, puisque le président de département était socialiste, n'est-ce pas? Et on s'aperçoit que rien n'a été fait. Alors, je vais parler des artisans. Hein. Donc, rien n'a été fait envers les artisans qui sont, comme on le dit à chaque élection, les premiers employeurs de France. Donc, aucune subvention, aucune aide, ni administrative ni financière. On n'a rien fait non plus pour les jeunes, à part distribuer un ordinateur, mais là, nous parlons des collégiens. Moi, je parle plutôt des jeunes qui rentrent dans la vie active. Donc, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire entre les artisans qui emploient et les jeunes qui commencent dans leur vie active. Pour vous, on est dans une démarche où il nous parle de beaucoup de choses, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ça correspond surtout pas aux besoins des gens. Je veux dire, des gens qu'on rencontre, puisque nous allons à la rencontre des gens, donc dans leur lieu de travail, dans leurs habitations. Et donc, on voit là quand même quelqu'un de pleinement satisfait de ce qu'il a fait, mais ne voit pas les réels problèmes qui subsistent. C'est la raison qui fait que, tout à l'heure, vous avez dit, c'est une majorité socialiste, vous n'avez pas utilisé le mot de gauche. C'est pour vous important de faire la différence? Tout à fait. Très important. Ouais. Oui. Pourquoi, pour vous, c'est plus de gauche? Ça fait un moment que les socialistes ne sont pas vraiment de gauche, enfin ne sont plus de gauche, malheureusement, quoi. On y a cru. Enfin, moi, personnellement, j'y ai cru, mais... Mais maintenant, vous considérez qu'ils sont rentrés dans un système qui fait que... Tout à fait. Justement, enfin, le but de un des buts de la France Insoumise, c'est de proposer un autre système aussi, que ce soit au niveau national ou au niveau départemental comme pour nous, de mettre l'accent sur la parole du citoyen, sur la concertation avec le citoyen, sur la possibilité d'un pouvoir décisionnaire qui vienne directement du citoyen et pas uniquement d'élus, qui une fois qu'ils sont en place font ce qu'ils veulent et pour arranger les gens qui sont amis avec eux, on va dire, pour pas dire les choses autrement, quoi. Oui, dans cette idée-là, c'est-à-dire que vous redéfendez, vous voulez remettre au goût du jour de quelque chose qui a été à une époque, on en a énormément parlé, c'est le référendum initiative citoyenne. Pour vous, au niveau départemental, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait mettre en place. C'est assez simple pour vous à mettre en place? Pour moi, c'est assez simple. C'est simplement ne plus avoir peur de voir ce qu'on a envie d'être fait, contré par les gens qui sont censés en profiter. Parce qu'il est là le risque pour les élus actuels. C'est de se dire, si on donne la parole aux citoyens, on ne va pas pouvoir faire passer les projets qui nous tiennent à cœur. Si on prend certains projets qui sont lancés complètement inutiles et coûteux, je pense que si on demandait aux citoyens, ces projets, ils ne seraient pas mis en place. Surtout que, personnellement, vous avez vécu dans un pays où quelque chose de ce principe-là a été fait. Et tout à fait. J'ai passé 25 ans en Suisse. Donc en Suisse, il existe ce qu'on appelle le référendum et l'initiative. Le référendum, c'est initié par des citoyens qui récoltent un certain nombre de signatures. Et après, on va en votation. Et suivant le résultat, c'est appliqué ou pas. Donc si le gouvernement a pris une décision qui ne convient pas aux citoyens, il a le droit de la refuser. Et l'initiative, c'est au contraire, quand le citoyen a une idée, un projet, pareil, il récolte des signatures, ça passe en votation, et suivant le résultat, cette idée est mise en place ou non. C'est le pouvoir aux citoyens, pur et dur. La vraie démocratie. Donc, et c'est faisable. Je veux dire, vous l'avez vécu, c'est pour ça que vous le défendez. Je l'ai vécu, c'est faisable, tout à fait. Surtout à l'échelon départemental. C'est un peu plus difficile à l'échelon national, mais même en Suisse, on le voit, on a des grosses disparités entre la Suisse alémanique et la Suisse française, enfin francophone. Donc souvent les résultats, on se dit, ah bah flûte, ce sont les Suisses allemands qui ont réussi à faire pencher dans leur sens à eux, on n'a pas la même culture.
Je pense qu'à l'échelon en France, ça serait la même chose. Par contre, à l'échelon du département, ça serait quand même plus logique de laisser les citoyens qui habitent dans un département de se prononcer sur ce qu'on veut faire chez eux. Un exemple d'un sujet qui, puisque vous êtes sur le canton de Dax, aurait pu faire partie d'une discussion comme ça, c'est le golfe de Dax. Tout à fait. Expliquez-nous pourquoi déjà le golfe de Dax vous paraît surprenant comme demande et justement comment le citoyen aurait pu participer. On nous a présenté le golfe comme étant une nécessité en disant que Dax était la seule ville thermale de France à ne pas avoir de golfe. À mon avis, c'est pas vraiment ça, et en plus, ça n'a pas empêché Dax d'être la première destination thermale pendant des années sans posséder de Dax. Et pour faire ce golfe qui va profiter quand même, il n'y a pas de miracle. Quand il y a un privé qui veut s'installer, qui veut faire quelque chose, c'est parce qu'il va en tirer un bénéfice. On nous promet, enfin, on nous présente ça comme un projet social, ce qui n'est pas du tout. On parle de planter plein d'arbres, mais on ne parle pas des 13 hectares de forêt qui vont être abattus. Des forêts qui sont importantes justement dans une ville comme Dax où elles luttent aussi contre la pollution, qui est un problème récurrent chaque année, chaque été chez nous, qu'une forêt... Enfin, moi, il me semble des fois que le Landais a la mémoire courte, parce que si on a autant de forêts de pins chez nous, c'est bien parce que c'est un marécage. Et là, on a des problèmes d'inondation, on fait quoi? On coupe des forêts partout. Elle est où la logique? Et je ne vois pas l'intérêt de sacrifier un espace qui est riche en biodiversité pour en faire des pelouses complètement stériles qui vont dépenser une quantité d'eau phénoménale. Même s'ils parlent d'eau recyclée, c'est un projet qui, moi, à mon sens, est inutile. Je ne sais pas ce qu'aurait pensé le citoyen. La moindre des choses aurait été lui demander son avis. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on détruise une partie du patrimoine écologique de Dax pour un projet aussi hasardeux? Et qu'on l'expose vraiment dans les réalités de ce que ça va représenter. Vous m'avez dit qu'il y a des choses simples à faire, il y a des choses assez concrètes. On a même soulevé la question à la mairie d'Ax. C'est par exemple la récupération des eaux usées qui aujourd'hui sont déversées dans un marais et qui entraînent une pollution. Vous parliez de pollution l'été. Donc ça, c'est comment vous voulez intervenir d'une manière concrète sur la vie des gens à Dax, sur votre canton. Alors, connaissant le problème, nous sommes déjà intervenus vis-à-vis de la mairie de Dax l'année dernière, le 20 juillet, auprès de monsieur le maire. Jusqu'alors, nous n'avons toujours pas de réponse, ni de réponse papier, ni de réponse par le concret, en fait. Donc, ce problème se trouve dans le marais de Saint-Vincent-de-Xaintes. C'est-à-dire que les eaux usées de Dax se déversent dans ce marais. Cette eau est donc polluée. Et c'est le puits G3F3 qui pompe en nappe phréatique, donc peu profonde, c'est-à-dire entre 6 et 19 mètres, hein, cette eau qui est redistribuée aux 2/3 des habitants de Dax. Voilà. Alors il y a eu un arrêté préfectoral qui a été émis, et qui demande à la mairie de Dax de se mettre en conformité. Voilà. Donc on comprenne bien, les eaux usées sont déversées dans ce marais, et disons que l'usine de les eaux qui voilà. sont... C'est des eaux grises parce qu'elles sont Oui. retraitées, mais voilà, avec Oui. une station d'épuration qui est très vétuste et qui aurait bien besoin d'être changée. Il y a un Bien projet justement de nouvelle station, mais ça ne sera pas là de toute façon. D'accord. Et puis vous dites, je rebondis parce que vous me parlez d'un projet de nouvelle station, alors qu'on a des stations qui ne servent pas. Alors qu'à un C'est le kilomètre et demi, puits qui ne sort pas, ouais. à 1,5 km, on a aussi une station de pompage qui, elle, par contre, descend à 600 mètres sous terre. D'accord ? Et la seule explication, c'est qu'on nous dit que, oui, mais si on pompe avec cette station, l'eau va coûter extrêmement cher. Mais moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on a fait ce puits alors ? Voilà, là on est dans les... Alors ça me permet de rebondir dans tous ces projets bien inutiles que vous combattez. Voilà, et donc, puis en dehors de ça, qui sont partout dans le département. Le question du coût de cette eau-là est à mettre en parallèle avec le fait que 2/3 des Dacois ont une eau de mauvaise qualité. Donc on accorde quelle importance aux Dacois qui n'ont pas une eau satisfaisante. Donc un des problèmes qu'on devrait prendre en main dès qu'on serait élu, c'est justement de remettre... de faire en sorte que cette eau soit de meilleure qualité. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai dit précédemment, mais un élu, quel qu'il soit,
il est aussi là pour mettre la pression sur d'autres élus qui, eux, peuvent résoudre le problème. Donc là, je dirais presque, le rôle d'un conseiller départemental, c'est de travailler sur les compétences du département, mais aussi d'être en relation avec plein d'élus qui, eux, peuvent intervenir sur d'autres endroits. Sur d'autres endroits, bien sûr, mais avant tout, bien entendu, pour pouvoir aussi soulever les problèmes, il faut avoir aussi le contact avec la population quand même. Donc on revient sur la concertation. Tout à la fait. concertation. À la concertation. Je prends un autre sujet que si demain vous êtes élu, vous m'avez dit que vous alliez attraper à bras le corps, hein, c'est l'expression, c'est les HLM, XL Habitat. Alors, derrière ça, ou pareil, je reviendrai, vous vous dites autosatisfaction, mais en réalité, quand on va regarder un peu plus loin, vous considérez qu'il y a tout sauf à faire de l'autosatisfaction. Bah, bien sûr. Quand on voit les sommes dépensées pour des projets inutiles, hein, ou qu'on va dépenser ou qu'on compte dépenser, donc hein, c'est effarant. On veut faire une ligne LGV qui va jusqu'en Espagne, alors que la plupart des Dacois prennent ce train-là peut-être 4-5 fois par an, pas plus, quoi. Et on va dépenser des millions là. Donc on dépense de l'argent public qui est notre argent pour la satisfaction d'une minorité, alors que cet argent devrait quand même être réservé au bien-être de la majorité des gens. Ce n'est pas ce qui est fait actuellement. Et puis, bon, pour repartir sur les HLM, quand on voit l'état de certains HLM et qui auraient besoin d'être réhabilités, mais on ne réhabilite pas faute de moyens, quand on voit des collègues qui font du tractage ou qui vont à la rencontre des habitants dans ces quartiers et qui reçoivent des doléances des habitants qui disent il y a ça qui ne fonctionne pas, il y a ça qui ne va pas parce que c'est une population pauvre et pas forcément apte à téléphoner directement à l'office des HLM. Et ils se retrouvent démunis parce qu'il n'y a rien qui est pris en charge, il n'y a plus de concierge, il n'y a pas de personne à qui ils peuvent s'adresser quand il y a un petit souci dans leur logement. Et ce qui fait que un petit problème va s'aggraver puis finir en très gros problème. Et pour aussi avoir les moyens de mettre des agents locaux dans les HLM pour qu'il y ait une personne présente vers qui se tourner, vers qui les habitants de ces lieux puissent se tourner quand il y a des soucis. Vous disiez aussi à un moment donné, vous avez parlé des jeunes, hein, pour vous les jeunes ils sont oubliés derrière un slogan, un ordinateur, un jeune, un ordinateur, c'est un beau slogan mais derrière il n'y a plus grand chose. Non, bon, offrir des ordinateurs aux jeunes pour qu'ils puissent étudier, etc., c'est louable. Mais c'est une mesure bien infime par rapport à ce qu'il faudrait faire en fait. Parce qu'il faut les suivre après. Il faut les suivre vers une démarche vers l'emploi, puisqu'une fois qu'ils ont le bac, ils vont se retrouver, soit ils vont devoir aller en université, et là ça va être coûteux. On a vu actuellement des files de jeunes faire attendre au Resto du Cœur pour pouvoir se nourrir. Donc il y a tout un système à mettre en place là. Je veux dire, il n'y a pas que ça, il y a aussi leur facilité à l'accession à l'apprentissage aussi pour ceux qui veulent encore aller vers d'autres métiers, quoi. Et une autre problématique, alors qui ne concerne pas que les jeunes, qui pour vous est très importante aussi dans le département, c'est les transports. Il y a du transport, oui, mais alors peut-être qu'il faudrait revoir l'organisation. Oui. C'est ça que vous m'expliquiez. Nous avons quelques exemples au sujet de villages qui sont vraiment proches du canton, entre autres, mais pas que. Et où par exemple, je vais vous donner un simple exemple, une dame qui vit avec ses 2 enfants, hein, le seul transport qu'elle a est à, mettons, 5 h du matin. Comment elle fait pour mettre ses enfants à la crèche ou à l'école? Le seul transport aussi le soir, il revient qu'à 18 h, quoi. Comment fait-elle? Voilà, il faudrait. C'est pas le problème, c'est mieux organiser le transport. Il existe, mais. Et là, on rejoint le problème éternel de l'écologie, entre guillemets, à savoir tout ce qui est mesures qu'on doit prendre pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que qui dit transport en commun, dit moins de voitures personnelles utilisées, donc moins d'effets de serre, enfin moins de tout ça. Donc je veux dire, c'est un problème, il y a une globalité des problèmes. Si on prend un problème d'un côté, ça rejoint un autre, tout est lié. Ouais, c'est circulaire tout ça. C'est ça. Ouais.
Donc un regard global, si on peut dire, qu'il faudrait que les élus aient. Vous trouvez que c'est trop, chacun regarde un de ses domaines de compétences et puis s'occupe pas trop de voir si ça va avec les autres? Pas forcément. Enfin bon, là, je vais peut-être être un peu agressive, mais je pense que surtout, il faut qu'on arrête de regarder le profit, on ne peut pas dire autrement, et qu'on voie un petit peu plus l'intérêt des gens, mais l'intérêt dans tous les domaines, dans leur vie quotidienne, dans leur vie future sur une planète encore viable. Voilà. Et pour pouvoir profiter d'une planète, j'aurais tendance à dire qu'il faut être en bonne santé. Aussi. Et ça aussi, c'est un des débats que vous voulez amener sur la table, parce que pour vous, il y a des problèmes. Bien sûr. On est en retard par rapport à certains départements qui, eux, font circuler donc, des camions médicalisés avec des généralistes de façon à approcher les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Encore une fois, on en revient à la boucle, on retourne dans le transport puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer. Il n'y a pas non plus de bus pour les acheminer vers les grandes villes où il y a tous les spécialistes éventuels qu'ils auraient besoin. Donc tout ça, encore une fois, comme dit Christiane, c'est global. Et on se retrouve bon, avec une population des fois vieillissante qui n'a pas accès forcément aux outils Internet ou même simplement la capacité, on va dire, ou l'habitude de dire, tiens, je prends mon téléphone, parce qu'on nous a proposé quoi pendant la pandémie? Ah bah vous ne pouvez pas vous déplacer chez votre médecin, mais on fait comme pour le télétravail, on a des rendez-vous sur Internet ou par... Bah ça, il y a une grande majorité de la population, une grande partie de la population qui n'a pas accès à tout ça. Et puis c'est quand même pas... on va quand même pas vivre dans une société où on va tout faire à distance, quoi. Et je ne parle pas même en dehors de la pandémie, il y a des endroits, il y a des villages, on n'a pas le choix. On est obligé de consulter à distance. On a fait un peu le tour de tous les problèmes, on va arriver qu'il va falloir aller voter. La première des choses, est-ce que vous pensez que c'est une des raisons de l'abstention? Parce qu'on va avoir plusieurs listes, mais d'abord il faut que les gens aillent voter. Pour vous, aujourd'hui, c'est un peu tout ce que vous essayez d'expliquer qui fait que les gens n'ont plus envie d'aller voter? Moi, je pense que ce qui fait que les gens n'ont plus envie d'aller voter, c'est que beaucoup, et c'est ce qu'on entend souvent, disent « ça ne sert à rien, c'est tous les mêmes et de toute façon, ils feront ce qu'ils voudront ». Et d'où l'importance de remettre le pouvoir dans les mains des citoyens, leur dire « oui, votez pour nous parce qu'avec nous, vous aurez la possibilité de vous exprimer et qu'on tienne compte de ce que vous exprimez ». Ça surtout. D'accord. Donc là, vous venez de répondre à moitié, je vais vous redonner la mais parole. On est deux, on est à demi, oui, donc chacun. Donc, parce que ma dernière question que je pose à tous les candidats qui me font le plaisir de venir sur ce plateau, c'est que justement le 20 juin et le 27 juin, mais surtout pour commençons dans l'ordre le 20 juin, vous allez aller voter, ils sont d'accord avec vous, ils disent que... Pourquoi voter pour vous plutôt qu'une des autres listes? Quelles sont les différences justement que vous allez apporter? Alors, la première raison, à mes yeux, c'est que ça fait à peu près une trentaine d'années que c'est les mêmes personnes ou les mêmes partis qui sont au pouvoir dans notre pays. Ils s'arrangent entre eux, ils font comme on l'a vu récemment, des magouilles de partis, de politiciens, de tout ce que vous voulez. Ils en ont plus, je veux dire, ils s'inquiètent plus pour eux-mêmes que pour vous, en fin de compte, que pour les électeurs. Donc c'est ça la cause de l'abstention. La première cause de l'abstention, c'est ces politiques-là. Nous n'avons jamais été au pouvoir. Nous sommes un jeune parti. Donc, pourquoi il faut que j'aille voter pour vous? Puisque vous ne rentrerez pas dans tout ça. Pour vous, vous engagez à mener quelque chose de complètement différent. Votez pour nous parce que vous avez bien vu que le système, quels que soient les partis qu'il y a eu, ça n'a pas marché. On va dans le mur. Donc autant essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, de totalement différent. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir pendant cette campagne sur notre plateau, expliquer votre regard. Je vous souhaite bonne fin de campagne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.